Mesdames et messieurs, bonsoir. Heureuse de vous retrouver pour ce 20h. Voici le sommaire. À fin juin 2026, l'encours de la dette publique béninoise s'établit à 50,1% du PIB, un niveau qui suscite des interrogations sur la soutenabilité de la dette et la santé des finances publiques. Vous écouterez dans ce 20h l'acteur économique Bertin Kaovi. Sacré vendredi dernier à The Voice Afrique francophone 2026, la lauréate béninoise a été accueillie en héroïne ce dimanche à l'aéroport de Cotonou dans une ambiance chargée d'émotions. IHF Nation Trophy, les Amazones du Bénin fixées sur le calendrier. Face au Libéria, au Togo et à la Côte d'Ivoire, les Béninoises visent une place en demi-finale et surtout la qualification pour le prochain championnat d'Afrique des Nations en Tunisie. Les détails dans un instant. Voilà plus sommaire. La dette publique du Bénin s'est établie à 50,1% du produit intérieur brut à fin juin 2026. Que comprendre de ce concours de la dette publique du Bénin? Les chiffres sont-ils rassurants? Nous avons posé la question à Bertin Kaovi, économiste fondamentaliste. Il est au micro de Romuald Roui et Jean-Marie Kedoulou. Nous sommes plutôt les meilleurs élèves dans l'UEMOA. L'UEMOA autorise jusqu'à 70% du PIB. Mais nous sommes à 50,10%. Quand on parle de dette d'un pays, il y a la dette extérieure et la dette intérieure. En l'occurrence, le Bénin est à 40% de la dette extérieure comparée au PIB. Et 10%, 10,1% de la dette intérieure comparée au PIB. Nous sommes en deçà des normes. On a encore une grande capacité d'endettement pour payer, pour construire notre économie. Mais attention, un taux bas, un pays peut avoir un taux de 50,1% ou même de 40% et pourtant ne soit pas capable de rembourser. Il faut se poser la question, est-ce que nous sommes capables de rembourser? Est-ce que la dette que nous prenons génère des revenus pour que nous puissions rembourser? Oui, notre dette génère des revenus. C'est d'ailleurs pour cela que nous sommes partis de B1 et avec Moody's à BA3 avec Moody's. Donc oui, notre dette est soutenable. En réalité, quand vous vous opposez à l'endettement par principe, vous êtes aussi dangereux que celui qui s'endette de façon illimitée par principe. Il y en a qui disent qu'on ne met jamais un pays en prison, donc on peut s'endetter autant qu'on veut. C'est irresponsable. Celui qui dit on ne devrait pas s'endetter, c'est aussi irresponsable. La dette en soi n'est pas le problème. C'est que fait-on de la dette? Si on s'endette pour créer d'infrastructures productives, une dette qui permet de produire de la richesse est une très bonne dette. Mais une dette qui permet de consommer, c'est mettre en danger les générations futures. Le Bénin se trouve dans quel poste? Nous sommes dans des dettes qui permettent de produire. Quand vous voyez les hôpitaux, ça permet que vous soyez en bonne santé. Quand vous voyez les routes, vous êtes tous heureux aujourd'hui. Les routes vous permettent d'aller dans vos villages sans vous esquinter la hanche. Et ma foi, aujourd'hui, le Bénin est en train de s'endetter pour aménager, viabiliser nos terres agricoles, les irriguer. Ma foi, c'est pour qu'on produise un peu plus. Donc, nous sommes dans la dette productive. Regardez l'électricité. Avant, on avait zéro capacité de production intérieure. Aujourd'hui, on est à 150 MW d'électricité produite chez nous. C'est une très bonne chose. Donc oui, nous sommes dans la dette productive.
Après son sacre vendredi dernier, la lauréate béninoise de l'édition 2026 de The Voice Afrique francophone a été chaleureusement accueillie par ses compatriotes. C'était ce dimanche à Cotonou. L'émotion était vive à l'aéroport international Bernardin Cardinal Ganti. Samiratou Kassoumou pour les détails. À l'aéroport de Cotonou, ce n'est pas simplement une artiste qui a été accueillie, mais une voix qui a fait vibrer tout un continent. Sarah, finaliste et grande gagnante de The Voice Afrique francophone 2026, revient au Bénin, auréolée de gloire, après avoir porté haut les couleurs de son pays. Par son talent, sa détermination et sa voix, elle a conquis le public et imposé le Bénin sur la scène musicale africaine. Je suis reconnaissante pour tout l'amour et toute la considération que j'ai reçue durant toute cette aventure de The Voice Afrique francophone 2026, diffusée d'ailleurs pour la première fois sur Canal+. Je vous remercie, je remercie la nation béninoise, je remercie son Excellence, Monsieur Romuald Wadagne, pour son soutien. Je remercie tout le peuple béninois, les Ivoiriens, les AC de la Côte José, merci. Merci pour tous ceux qui ont voté pour moi. Merci à toutes ces personnes-là qui sont restés derrière leurs écrans à pousser parce que c'est vous. Cette victoire n'est pas à moi, elle est à vous. Et je voudrais tout particulièrement dédier ce trophée à la nation béninoise, à toutes ces jeunes filles et surtout à Madame la Première Dame Nathalie Wadagne. Après les remerciements adressés à la nation, à son équipe et à tous ceux qui l'ont soutenue, Sarah a marqué un arrêt à la place de l'Amazone, un passage hautement symbolique devant ce monument qui incarne la force, la fierté et la résilience des femmes africaines. Sarah a remporté un trophée, mais au-delà du titre, elle a remporté quelque chose de plus grand, la fierté de tout un peuple. Désormais, son nom ne résonne plus seulement au Bénin, il résonne en Afrique. Le parti Les Démocrates a tenu dimanche dernier dans la 8e circonscription électorale une rencontre de remobilisation de ses membres, occasion de prendre des résolutions urgentes pour une véritable animation de la vie politique tout en tenant compte des lois en vigueur au Bénin. Le président du comité d'organisation de la réunion de Parakou évoque les résolutions issues des travaux. Il a été questionné au téléphone par Romuald Ronwi. La rencontre de Parakou avait pour objectif la mobilisation et la remobilisation de nos structures de base et de nos militantes et militantes de la 8e circonscription électorale. Comme vous le savez, les épreuves, ou du moins même les péripéties que le parti des démocrates a subies au regard des réformes qui ont conduit à l'exclusion du parti LD. Ces épreuves ont conduit à la perte de confiance de plusieurs de nos militants. Le moral de nos militants, à un moment donné, s'est ébranlé, de sorte que le découragement s'est installé, le dégoût, le désespoir, voire même le désintérêt pour la chose politique. Voilà autant de litanées, de négations vis-à-vis de notre parti. Alors, face à cette situation, est-ce que le parti pouvait rester indifférent? Je crois que non. Nous avons pris des résolutions, à savoir prendre l'engagement de former nos militants aux réformes actuelles, de manière à ce que l'animation de la vie politique soit facile, soit plus aisée. Parce que ce n'est pas facile pour le commun des Béninois aujourd'hui. Tout porte à croire qu'on veut réduire
presque toute la classe politique au silence. Alors, lorsque c'est le cas, je crois que la démocratie est totalement morte. Et aujourd'hui, avec l'institution du Sénat, et surtout lorsque nous regardons les objectifs que cette institution s'est fixés, nous pensons que le Sénat a du boulot, il a du travail à faire. Parce qu'en matière de problèmes politiques, nous en avons véritablement. Et comme c'est un conseil de sages, donc les problèmes que nous avons, le Sénat va nous aider à les régler. À commencer d'abord par les détenus politiques que nous avons, les exilés politiques que nous avons. Nous pensons que c'est des problèmes politiques qu'il faut régler. Ensuite, les institutions de la République que nous avons, d'accord, qui aujourd'hui sont presque monocolores. Je crois que notre démarche aujourd'hui, notre démarche à travers cette rencontre de Parakou, vise donc à mobiliser nos militants pour montrer que le parti, les démocrates, existe toujours et continue de se battre dans l'intérêt de toute la nation. Voilà ce que je peux vous dire pour l'essentiel. En termes de perspective, nous envisageons donc ne pas nous arrêter seulement dans la 8e circonscription. Nous allons parcourir les autres circonscriptions électorales et surtout nous accentuer sur la formation de nos militants, en vue de pouvoir passer ces caps-là haut les mains, d'accord, ces caps que nous avons mis sous le couvert donc, de la trêve politique. Les acteurs politiques peuvent se voir retirer leurs droits civiques et politiques. C'est l'une des sanctions prévues par le règlement intérieur du Sénat dans l'exercice de ses prérogatives de la régulation de la vie politique. Des précisions sont apportées ici par le politologue et acteur politique Moïse Kérékou. Je peux dire que les sanctions disciplinaires dont nous parlons découlent de ce pouvoir-là que la Constitution confère déjà au Sénat de pouvoir donner son veto sur un certain nombre de lois. Nous allons faire cette expérience et nous verrons concrètement à quoi cela tient. S'il ne s'agit pas de décisions unilatérales ou que les preuves de la culpabilité sont vraiment prouvées, je pense que le Sénat pourra être dans son rôle. Toutefois, il faut signaler que le règlement intérieur ne reste pas vague sur cette possibilité de sanctions disciplinaires. Il y a des mécanismes de saisine, d'autosaisine. Il y a la possibilité, je l'ai lu rapidement, que le mis en cause puisse également être écouté. Les sanctions également sont graduelles. Donc ce n'est pas une cour martiale. Donc il y a une procédure qu'il faut suivre. Et en cela, le Sénat est l'organe qui est chargé donc de conduire donc ces séances et de s'assurer que la procédure est respectée. Le règlement intérieur parle de tout acte attentatoire à l'unité nationale, à la sécurité nationale, à la cohésion nationale, à la paix. Je prends un exemple aujourd'hui où nous parlons de terrorisme. S'il arrivait qu'un député ou un acteur politique, selon des enquêtes, est lié à des mouvements terroristes ou d'une manière ou d'une autre acteur ou peut-être même tient des propos dans le sens de faire l'apologie au terrorisme et que cela est prouvé, il y va de soi que le Sénat pourrait être en mesure de déclencher l'article qui lui permettrait de le punir ou de lui enlever son droit politique.
Hors de nos frontières, le virus Ebola sévit actuellement en République démocratique du Congo. Les dernières données relevées par l'Organisation mondiale de la santé témoignent d'une propagation accentuée du virus. À quoi doit-on s'attendre les jours qui viennent? Suivons. L'épidémie d'Ebola continue de susciter l'inquiétude en République démocratique du Congo. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le virus Ebola Bundibugyo aurait circulé pendant plusieurs mois dans l'est du pays avant d'être officiellement détecté. Cette circulation silencieuse aurait favorisé la propagation de la maladie au sein des communautés avant la mise en place de la réponse sanitaire. Ce 12 août 2026, le bilan communiqué par l'OMS fait état de 4 665 cas confirmés et de 2 184 décès. Des chiffres qui témoignent de l'ampleur de l'épidémie et de l'urgence de renforcer les mesures de lutte contre le virus. Face à cette situation, l'Organisation mondiale de la santé appelle au renforcement de la surveillance, du dépistage et de la mobilisation des communautés. L'objectif, détecter rapidement les nouveaux cas et limiter davantage la transmission du virus. La riposte sanitaire repose donc aussi sur la vigilance des populations et la détection précoce des cas essentiels pour freiner la progression de l'épidémie. Hors de nos frontières, vous avez suivi le virus Ebola qui sévit sévèrement en République démocratique du Congo. La page sport à présent, les Amazones du Bénin connaissent désormais le calendrier à la première édition de l'IHF Nation Trophy Senior Dames prévue du 2 au 6 septembre à Ouagadougou. Libéria, Togo et Côte d'Ivoire sont au programme de la sélection béninoise qui vise une place en demi-finale, mais surtout le précieux billet pour le prochain championnat d'Afrique des Nations en Tunisie. Un défi continental que les Amazones devront relever avec détermination et constance. 3 matchs, 3 adversaires et un objectif de taille. Les Amazones du Bénin sont fixées sur leur parcours à la première édition de l'IHF Nation Trophy Senior Dames prévue du 2 au 6 septembre 2026 à Ouagadougou au Burkina Faso. Pour décrocher une place en demi-finale et surtout viser le précieux ticket pour le prochain championnat d'Afrique des Nations, les Béninoises devront d'abord franchir l'obstacle du Libéria. Le coup d'envoi de la campagne béninoise est prévu mercredi 2 septembre 2026 à 16h. Une première rencontre à bien négocier pour lancer la compétition sur de bonnes bases. Appelle le temps de souffler que les Amazones retrouveront le paquet dès le lendemain. Le jeudi 3 septembre, elles affronteront le Togo. Un deuxième rendez-vous qui s'annonce déjà déterminant dans la course aux demi-finales avec seulement 24 heures pour récupérer et préparer cette nouvelle bataille. Vendredi 4 septembre, le Bénin va boucler la phase de groupe face à la Côte d'Ivoire. Une affiche qui promet également de l'intensité entre deux sélections habituées à se retrouver sur les paquets de la sous-région. Au-delà donc de la qualification pour le dernier carré, l'enjeu est surtout continental. Le vainqueur de la zone 3 de cette Nation Trophy va décrocher son billet pour le championnat d'Afrique des Nations prévu en décembre prochain en Tunisie. Après la phase de groupe, les demi-finales sont programmées le 5 septembre, avant les matchs de classement et la grande finale le 6 septembre. Pour les Amazones, le défi est donc double. Sorti d'un groupe exigeant, puis aller chercher le sacre à Ouagadougou, le Bénin joue bien plus qu'une compétition. Il joue une place parmi les grandes nations africaines du handball féminin. Chers internautes, il ne faut jamais baisser les bras. Le succès vient avec la ténacité et la persévérance. C'est la fin de ce 20h. Merci de nous avoir suivis et n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et à nos pages Facebook et TikTok pour ne rien manquer de l'actualité.